bonsoir à tous, bonsoir à vous deux. Et ce soir, c'est un peu particulier parce qu'on va essayer de vous faire voir la complémentarité entre nous tous avec les jeux de société et les jeux plus généralement. Parce que quand on voit jeux de société, on a des fois une vision assez réductrice. Or, un jeu de société est vecteur à une puissance très importante. En fait, nos enfants, quand ils apprennent, je dirais souvent, ce sont des mauvais chefs d'orchestre. Ils n'ont pas toutes les compétences au même niveau. Donc souvent, on entend parler de mémoire verbale, mémoire auditive, les praxis, donc tout ce qui est geste, tout ce qui est l'attention, tout ce qui est la motricité fine ou autre. Et en fait, souvent, nos enfants vont en rééducation, notamment avec une ergothérapeute, une orthophoniste, une psychomote. Mais nous, à la maison, nous pouvons aussi les accompagner autrement, à condition, je pense, que nous nous fassions aussi conseiller par des professionnels. Et notamment, nous avons des professionnels sur la lecture, mais nous avons aussi des professionnels sur les jeux de société qui ont vraiment une vision vraiment très précise. Je dirais, c'est vraiment comment je pourrais dire, très artisanal, enfin quelque chose de beaucoup plus fine pour dire tiens, tel jeu est bon, tel jeu n'est pas bon. Ça pourrait aller en famille. Pourquoi ne pas jouer et rire en famille? Voilà, c'est un peu là-dessus qu'on voulait aborder, de vous donner une autre vision d'accompagnement de nos enfants. Je vous laisse vous présenter, Madame Thierry. Oui, donc bonsoir à tous et à toutes. Donc Marie-Laurence Thierry, ergothérapeute, je suis sur le Morbihan. Et donc, c'est la deuxième fois que j'interviens parce que c'est vrai que les jeux de société m'intéressent énormément. Depuis toujours, en fait, je me suis formée à l'analyse des jeux, je suis bénévole dans une ludothèque et j'accumule les jeux chez moi et dans mon cabinet de rééducation. Et dernièrement, j'ai pu faire une formation, avec une orthopédagogue du Québec, qui me permet encore d'aller un peu plus loin sur l'analyse des jeux et de pouvoir effectivement les proposer en rééducation, mais aussi à tous les gens qui sont autour de moi, notamment pour Noël. Donc voilà, donc effectivement, les jeux, c'est quelque chose qui pour moi, est hyper importante, que ce soit pour le lien social, que pour le développement de tout ce qu'on veut, que ce soit moteur, cognitif ou autre, ça ne fait que du bien, je trouve. Eddy, si vous voulez vous présenter. Bonsoir à tous, messieurs, dames. Je me présente, je m'appelle Eddy Narcisse, j'ai 45 ans. Je suis le gérant de ma propre boutique de jeux de société. Donc, je vends des jeux de société, mais j'ai aussi ma boutique attenant 2 salles de jeu. Donc, les gens peuvent venir dans notre salle de jeu. Nous avons aussi un salon de thé, donc au détour d'un café, d'un thé ou d'une autre boisson. Les gens peuvent s'installer chez nous, profiter de plusieurs centaines de jeux et découvrir différentes choses. Donc, il est clair que la plupart des gens connaissent le jeu de société par le Trivial Pursuit, le Monopoly ou des choses comme ça. Je ne dis pas que ce ne sont pas des jeux intéressants, mais ce sont des jeux qui ont un petit peu fait leur temps. Et depuis une bonne vingtaine d'années, le jeu de société a énormément évolué, que ce soit dans le monde du ludique ou de l'apprentissage. Et nous axons énormément nos interventions, que ce soit en EHPAD, en petite école, sur des jeux qui vont permettre aux gens de s'amuser tout en s'éduquant. J'ai mon commerce qui est dans la ville de Montbrison. La ville de Montbrison, c'est la sous-préfecture de la Loire. Voilà, on est basé à une trentaine de kilomètres de Saint-Étienne. Et ma vie, depuis à peu près 25 ans, c'est l'éducation, c'est le jeu, c'est la littérature et tout ça. Voilà. Je me permets de rebondir sur le fameux Monopoly. Oui. Et effectivement, étant dans une ludothèque, j'ai quand même beaucoup de gens qui me disent: «Moi, je n'aime pas jouer». Et quand je leur demande: «À quoi vous n'aimez pas jouer?» alors j'ai effectivement la bonne paye, le Monopoly, tous les jeux classiques qu'on a pu avoir quand on était jeune et j'avoue que j'acquiesce en fait, puisque après chaque jeu a sa philosophie. Et on peut avoir des jeux qui sont extrêmement longs et très routiniers et on peut avoir aussi des jeux très courts et très dynamiques. Donc en fait, il faut pouvoir s'adapter à chaque population, chaque âge en fait. C'est complètement vrai. C'est le travail qu'on essaie justement de faire au jour le jour, montrer aux gens que le jeu de société, c'est pas rébarbatif, c'est pas des choses qu'on joue que quand il fait froid ou qu'il pleut. Voilà. Le jeu de société, ça parle à tous les âges, en fait. Que vous ayez 2 ans et que vous soyez dans l'apprentissage, ou même que vous en ayez 99, le jeu de société, c'est essentiel. On a besoin de pouvoir se libérer des contraintes de tous les jours, que nous soyons valides ou invalides. Le jeu de société est quand même quelque chose qui permet, en fait, de s'évader. Et le Monopoly, Fort
revenir à ce fameux Monopoly ou ce fameux Trivial Poursuite, ce sont des jeux sur des archétypes un peu anciens du jeu, en fait, et les gens n'ont pas forcément évolué. Parce que ce sont des jeux qui sont fortement implantés dans les familles depuis des générations et des générations. Prenons ne serait-ce que le Monopoly, pour rester sur lui, un jeu qui a été inventé après le crack de 1929, avec un système qui est très très capitaliste. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, et c'est surtout des jeux qui sont compliqués à finir. On connaît très peu de personnes qui finalement ont fait une partie intégrale du Monopoly, parce que ce sont des parties qui sont très 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 longues, et la plupart du temps, ça mène même à quelques petites frictions au sein des familles ou entre amis. Une partie de Monopoly, la plupart du temps, je suis désolé de le dire, mais ça finit en renversant le plateau parce que quelqu'un va faire des banqueroutes. Voilà. Non, mais il y a des super jeux de stratégie. Enfin, il y a énormément de jeux qui sont, enfin, de stratégie, de bonnes stratégies. Enfin, vous allez en parler beaucoup mieux que moi, mais il y a vraiment des choses à découvrir et on peut vraiment être complémentaires. Enfin, je veux dire, vous rééducateurs, vous professionnels du jeu, je veux dire, vraiment pour que nous, parents, nous puissions rester à notre place de parents en accompagnant nos enfants. Sans nous transformer en super prof, super rééducateur. Enfin voilà, c'est un peu, c'est aussi le message, mais vraiment se tourner vers les professionnels, ce qui nous permettra à nous, parents, de rester à notre place de parents et d'être tout simplement, entre guillemets, chef d'orchestre de la cellule familiale. Mais vraiment, il est important de retourner, je crois, de voir les libraires, de retourner voir vous, je ne sais pas comment on peut dire, parce que vous êtes quand même artisan du jeu, mais aussi tout ça en lien avec les professionnels rééducateurs qui s'occupent de nos enfants, parce qu'eux, ils peuvent nous guider. Je m'interrogeais sur l'intitulé, en fait, du webinaire de ce soir, c'est les jeux pédagogiques. Moi, je dirais les jeux tout court, parce qu'un jeu, c'est fait pour être drôle. Enfin, pour qu'on s'amuse, drôle peut-être pas, mais en tout cas qu'on y prenne du plaisir, qu'on s'amuse, que ce soit compliqué, ça dépend des personnes. Et du coup, je pense que si on aborde notamment un enfant en lui disant: «On va faire de la pédagogie», je suis pas sûre qu'il reste. Et en fait, il faut savoir présenter les jeux de façon tout à fait ludique et simple, et en fait, les acquisitions vont se faire d'elles-mêmes. Il n'y a Oui, pas forcément à aller chercher. il y a une adaptabilité en fait par rapport à la personne qui vient rechercher le jeu. Il est clair que vous n'allez pas proposer un Dixit à quelqu'un qui va chercher un jeu de stratégie proche d'un risque, mais c'est quelque chose que vous emmènerez beaucoup plus facilement à une cellule familiale qui a besoin de s'exprimer, de discuter les uns avec les autres. Évidemment, vous allez avoir différentes mécaniques de jeu qui ne fonctionneront pas avec tout le monde. Nous, dans mon métier, en tout cas, ce que je fais, c'est que je demande à la personne ce qu'elle attend d'un jeu de société, et après, je l'oriente en fonction de ses besoins. Je l'oriente pas en fonction de mon chiffre d'affaires. Voilà. C'est pas parce que vous allez venir chez moi que je vais chercher à vous vendre un jeu à 70 euros. Moi, ce que je vais préférer faire avec vous, c'est écouter, vous demander ce que vous attendez d'un jeu de société et vous proposer ce qui s'adaptera le mieux à vos besoins. Que vous repartiez avec un jeu à 6 euros et que vous passiez un très bon moment avec, ce sera pour moi beaucoup plus intéressant que de vous vendre un jeu à 70 euros qui ne correspondra pas à votre recherche. Et c'est ça qui est intéressant maintenant dans le jeu de société, c'est que vous avez énormément de gameplay et d'univers différents. Donc, quelqu'un qui rentre dans une boutique comme la mienne ou qui rentre dans une ludothèque, honnêtement, s'il ne trouve pas quelque chose qui peut l'intéresser un tant soit peu, c'est que la personne est vraiment réfractaire à pas mal de petites choses. Rien qu'en sein de mon commerce, j'ai un petit peu plus de 800 références de jeux, et à savoir qu'en France, à l'heure actuelle, on a quand même la chance d'avoir un vivier de 32 000 titres différents. Donc c'est vrai que sur 32 000 titres, quand même, ne rien trouver qui correspondrait à vos besoins, c'est quand même compliqué. Voilà. C'est ce qui rend la chose horrible pour ceux qui adorent les jeux d'ailleurs. Et voilà, et de mon côté, je vais effectivement avoir des personnes qui vont venir me voir pour un enfant, mais aussi des gens de la famille. Et je vais avoir une vision effectivement de rééducation, en tout cas au niveau du travail, ce qui va m'amener quelquefois, en connaissant très bien le jeu, en fait, à l'adapter. Et à proposer d'autres choses avec ce jeu, ou à retirer des règles, à en rajouter, à modifier les choses, à pas suivre forcément les règles qui sont indiquées dedans. J'aime beaucoup ce que vous dites, Madame Thierry, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire avec le jeu de société. Quelque chose qui ne correspondrait pas au niveau des règles pour telle ou telle personne, ça se module en fait, ça se change. Il ne faut pas rester enfermé dans un carcan. Même si un jeu propose des règles établies, rien ne vous empêche de casser un peu ces codes et de faciliter le jeu
pour une personne qui trouverait ça un petit peu plus compliqué. Et je pense aussi que sur certains jeux, on peut se mettre entre guillemets un adulte, un enfant, un adulte, un enfant, pour que l'enfant ne soit pas non plus en difficulté, mais qu'il y a quand même un peu la notion de se chercher un peu dans la famille, dans la fratrie, en fait, sans rentrer en compétition, mais ne pas mettre la personne en difficulté, vraiment l'enfant en difficulté ou l'adulte en difficulté, parce que ça peut être aussi une personne âgée. Selon moi, 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a des jeux, pour des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, dans lesquels on peut, simplifier les règles, retirer des cartes, faciliter les choses pour rentrer dans le jeu et une fois que le jeu, les règles de base sont comprises, on rajoute les cartes après. Pareil pour les personnes âgées s'il faut et il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de jeux coopératifs, donc on n'est plus dans la compétition. Il y a de plus en plus de jeux coopératifs pour les petits, ce qui était encore assez rare il y a quelque temps et donc ça amène effectivement les personnes à jouer ensemble et pour gagner ou perdre ensemble, ce qui est plus facile. Ce qui n'empêche pas, l'intérêt d'avoir un jeu dans lequel il faut apprendre à perdre. C'est aussi intéressant et aussi important. C'est très bon pour la construction justement de mettre l'enfant ou l'adulte face à l'échec. C'est aussi une façon d'apprendre. Et il vaut mieux apprendre l'échec au travers d'un jeu, évidemment, que se retrouver un jour confronté à ça dans la vie réelle. On apprend, on assimile les choses, on peut les retourner et faire face à certaines difficultés. Et j'ajouterais que pour avoir fait l'erreur, chez moi, en fait, il faut pas forcément viser des jeux compliqués. Je l'ai expérimenté chez moi. On est parti sur des jeux trop compliqués au départ et finalement, j'ai fini par dégoûter les personnes qui jouaient avec moi. Donc faut pas viser trop haut, faut vraiment prendre plaisir, en fait, dans le jeu et c'est comme ça que ça fonctionne et après on peut aller plus loin. De plus en plus d'ailleurs, sur les boîtes de jeux, vous avez des niveaux qui sont expliqués. C'est que maintenant, pour une certaine gamme de joueurs qui ont l'habitude de jouer à des jeux qui sont beaucoup plus compliqués, on rentre dans ce qu'on appelle des gammes experts. Voilà. Mmh mh. Et il est clair que si vous commencez le jeu avec un enfant de 7 ans, vous n'allez pas le confronter à ce type de difficultés. Vous avez même certains adultes qui ont l'habitude de jouer, mais qui vont avoir beaucoup de difficultés sur ces gammes de jeux-là. Moi, ce que je peux observer aussi, c'est la difficulté. Alors, il y a l'esthétique de la boîte qui joue, donc les gens vont choisir un jeu par rapport à l'esthétique, c'est forcément un acte de vente, donc il y a forcément un intérêt à présenter un jeu. Il faut savoir des fois aller au-delà de l'esthétique de la boîte, et il y a quelque chose qui peut vite rebuter, en fait, c'est le nombre de pièces, le matériel qui est dans la boîte. Et il y a quand même beaucoup de gens, que ce soit âgés ou moins, qui en ouvrant la boîte voient beaucoup d'éléments et dire: «Oh là là, ça va être trop compliqué, je laisse tomber». Et là, je trouve que c'est intéressant d'avoir des gens qui connaissent le jeu et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la connaissance du jeu est vraiment importante. Donc en tant que parent, commencez d'abord à jouer vous-même avec un autre adulte ou un enfant assez âgé pour connaître le jeu et à ce moment-là, quand vous connaissez bien le jeu, vous pourrez l'adapter, vous pourrez, en faire ce que vous voulez finalement. Mais si vous démarrez en lisant les règles avec votre enfant, généralement l'enfant est parti avant que vous ayez fini la règle. Donc et là, vous avez quasiment perdu. Vous pouvez ranger le jeu dans un placard ou le vendre. C'est un autre combat, en effet. Voilà, mais c'est aussi important pour un enfant de voir que, bah, les choses se font pas toutes seules. Il y a une règle, il y a un cadre, il faut lire la règle, et souvent ils sont là, on ouvre la boîte: «Alors on joue comment?» «Bah, je sais pas». Donc tu patientes 5 minutes, alors souvent c'est 3 heures, mais il faut prendre le temps de lire les règles et si vous connaissez bien le jeu, vous pourrez en faire vraiment ce que vous voulez. Et vous pouvez même faire participer l'enfant pour qu'il lise la règle. Comme ça, on rentre dans la pédagogie. Moi, j'avais une question pour aider un petit peu le Père Noël en ces temps compliqués où il aura beaucoup de travail. Souvent, on voit, enfin, moi, même au travail, par exemple, je vois les parents qui regardent les guides et en fait, on prend les jeux qui sont un peu plus connus, qui sont sur les catalogues parce que l'enfant l'a découpé. Mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un parent? C'est en fonction de l'âge ou en fonction du caractère de l'enfant ou de ce qu'on veut faire? Le caractère de l'enfant. Plutôt que d'aller voir le catalogue classique qu'on a dans la boîte aux lettres. Le caractère de l'enfant est très important. Savoir être à l'écoute de ce que veut faire le jeune, enfin l'enfant, est très important. Le souci avec les catalogues que vous allez avoir dans la grande distribution, par exemple, c'est qu'ils vont vous mettre ce qu'ils appellent les must-have et les jeux sur lesquels ils ont le plus grand, comment dire, la plus grande chance de les vendre et de les écouler et la marge, évidemment. Vous allez vous retrouver avec des Dr Maboul, vous allez vous retrouver avec des Puissance 4, vous allez vous retrouver avec des Kies, vous allez vous retrouver avec des Attrape-Toutou, des choses comme ça, qui, au demeurant, restent quand même des jeux, mais au niveau de tout ce qui est gameplay, sont très très limités. Si vous cherchez vraiment des jeux pour aider votre enfant au niveau de son éducation, au niveau de son équilibre, il y a énormément de petites choses qui ne sont pas forcément connues et il faut aller voir justement les ludothécaires et les ludicaires qui sont là pour vous écouter et pour vous orienter.
on ne sera pas là pour vous vendre le produit le plus cher, à contrario justement d'une grande distribution qui, elle, va acheter des centaines, enfin des milliers de jeux par centrale d'achat, à qui on va leur dire, bah voilà, ce soit à partir de demain, vous vendez ce jeu-là parce qu'on fait 50, 60, 70% de marge dessus, et vous allez être mal orienté. Malheureusement, ça fait aussi partie de ces jeux qui ont une grande, comment dire, une grande diffusion publicitaire. Donc tout le monde va voir ce jeu en se disant, bah voilà, ce jeu-là, il est chez un tel, il est chez un tel, bah je le veux aussi. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que on va avoir ce phénomène de monopoly Trivial Poursuite où, évidemment, tout le monde connaissant ces jeux par le bouche à oreille vont être intéressés par l'acquisition de ces jeux-là, mais qui n'auront pas finalement de gameplay d'apprentissage ou de choses intéressantes à faire. C'est un peu le souci, justement. Nous, on est confrontés en ce moment avec des gens qui nous disent, bah, vous avez autre chose que la bonne paye? Oui, j'ai plein d'autres choses, justement. Prenons 5 minutes, discutons-en, venez dans ma salle de jeu, je vous fais voir en 2-3 minutes les mécaniques de jeu, donc je vous explique pas le jeu à 100%, mais je vous fais voir à peu près comment ça va se passer, et à vous de vous dire, est-ce que c'est quelque chose qui est adapté à mon enfant ou à ma cellule familiale? Aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a une pauvreté en vocabulaire. Disons que, bon voilà, mais je pense qu'il y a aussi des jeux de société, d'évocation de mots, de flexibilité mentale, de passer d'un mot à un autre, etc., qui sont aussi très riches et qui peuvent aussi accompagner un enfant à développer son corpus orthographique sans avoir peur, je dirais, de la brimade, de la mauvaise note, mais vraiment avec le plaisir de jouer en famille. Et ça, je pense qu'on ne le relève pas assez souvent, parce qu'on voit souvent, bon, c'est vrai, on parle toujours, c'est vrai, effectivement, de ce fameux Monopoly, etc., mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les jeux de vocabulaire, il y a énormément de... Il y a aussi bon, tout ce qui est très stratégie, évidemment, mais tous ces jeux-là vont développer l'enfant pour lui amener, je dirais, il va progresser d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on va contourner la difficulté scolaire par le bienfait du jeu et le plaisir en famille. Est-ce que vous pouvez confirmer, pas confirmer, voilà. Alors, je voudrais laisser parler Oui. Marie-Laurence, pardon, mais derrière, j'aurais deux choses à vous dire au niveau de deux jeux qui, pour moi, me semblent exactement dans ce que vous êtes en train de décrire. Mais je vais laisser parler Madame Thierry. Donc oui, sur le langage, j'aurais déjà tendance à dire: «Coupez vos écrans et parlez entre vous, à table, dans les activités, les sorties et cetera», et c'est comme ça qu'on acquiert le vocabulaire. Et après les jeux, alors il y a des jeux qui sont spécifiquement sur le vocabulaire, des jeux comme, Comment j'ai adopté un gnou, ou des choses, qui sont très sympas, à utiliser. Mais en fait, tous les jeux vont amener à développer du langage puisque forcément on va être amené à discuter ensemble. Donc voilà, j'aurais tendance à dire: «Jouez, vous allez discuter, vous allez gagner en vocabulaire». Après la difficulté qu'on peut avoir justement sur les caractères des enfants et des parents, parce qu'il y a des parents qui sont pas faciles dans le jeu aussi, hein, c'est de réussir à trouver le jeu qui va convenir à la famille. Et ça, j'avoue que moi je cherche toujours. Ayant une famille avec, un enfant, très rêveur, une jeune fille, très scolaire, un conjoint, très analyseur, il analyse tout, et moi qui joue au feeling. Donc à partir de là, ça devient compliqué de trouver un jeu pour 4. Donc faut quelquefois aller voir, ailleurs ce qui se passe et trouver, un groupe qui convient, au jeu avec lequel on va jouer, quoi. Mais c'est pas toujours facile. Donc quelquefois, il y a des jeux à 2 marchent, beaucoup mieux que des jeux à 4. Donc là encore, il faut réussir à trouver le jeu qui, avec la bonne durée. Sur un enfant qui a des difficultés d'attention, on va pas prendre un jeu qui dure une demi-heure. Le nombre de personnes, si on joue à 8, il y a plus d'ambiance que si on joue à 2. Donc tout ça, en fait, ça va avoir un impact sur le jeu qu'on va choisir. Et effectivement, je trouve que pour faire le choix des jeux, c'est effectivement d'aller voir dans les magasins de jeux, ce qui est proposé. Le fait d'avoir comme ça une salle, à côté pour essayer les jeux, c'est super. Et puis, bah, il y a de plus en plus de ludothèques maintenant qui s'ouvrent. Moi, j'habite à la campagne, il y a 3 ludothèques à côté, donc ça se fait de plus en plus. Donc faut vraiment pas hésiter à aller voir ce qui se passe, sachant qu'en plus, les jeux qui sont en ludothèque sont pas forcément les seuls jeux que les ludothécaires connaissent. On en a plein en tête et on n'a pas le budget pour acheter tout ce qu'on voudrait. Donc faut pas hésiter à poser des questions et à venir essayer. Et même moi qui suis commerçant dans le monde du jeu de société, j'ai pas le temps de tout jouer, j'ai pas le temps de tout essayer, et je suis sur le frein, hein, je vous garantis. Hein, il y a des moments, j'aimerais pouvoir m'acheter tel ou tel jeu qui sont dans mon commerce, mais les journées ne sont pas extensibles et puis les portefeuilles non plus. On est sur le frein, en effet. On aimerait bien pouvoir tout essayer. Si on avait ne serait-ce que 3 ou 4 heures de plus dans une journée de travail, ça pourrait être très intéressant. J'interviens juste au niveau financier parce que ça rentre en ligne de compte. Un jeu vaut cher. Tout à fait. Il y a des jeux qui valent quand même un certain prix. Il y a quand même pas mal de sites maintenant d'occasion, où on peut trouver des jeux qui sont en très bon état et qui sont vraiment pas chers.
ou les ludothèques où vous pouvez réserver un jeu pendant un mois et ça vous suffit pour faire le tour et le reprendre plus tard. Donc, je trouve que maintenant les propositions qu'on a nous permettent quand même de pouvoir avoir des jeux à disposition. Je suis très fan justement du système de ludothèque, en fait. Hein, voilà, c'est quelque chose qui manquait. Hein. On a eu des bibliothèques depuis très très tôt. On a toujours pu avoir accès à la culture grâce à la musique ou grâce aux livres qu'on pouvait récupérer dans les médiathèques, enfin dans les bibliothèques à l'époque. Maintenant, ce sont devenus des médiathèques. Et là, maintenant, on a la chance quand même d'avoir en France des belles ludothèques. Voilà. Et c'est vrai que le jeu de société, ça a un coût. En effet, cette année, enfin depuis 2 ans, on a subi, je pense, une inflation qui est énorme. Je ne sais pas si je peux parler de chiffres, mais par exemple, en fin 2020, nous avions un jeu que nous vendions à 27 euros TTC et qui à l'heure actuelle est à 41 euros TTC. Voilà, une augmentation de 14 euros en l'espace de 2 ans. Nous recevons mensuellement des hausses tarifaires, surtout. Voilà, le jeu devient complètement fou au niveau des prix. Voilà, ça c'était le petit truc. Et justement, profitez du fait que vous ayez une ludothèque à proximité pour vous faire plaisir, pour découvrir ce que c'est que le jeu de société. Profitez-en. C'est une belle chance qu'on a à l'heure actuelle. Tant que ça dure, profitons-en. Et tout à l'heure, juste pour vous dire, je laissais Madame Thierry s'exprimer avant moi. Il y a un jeu que j'aime beaucoup justement pour les enfants. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dérivé d'une bande dessinée de Élise Gravel. Ça s'appelle Une patate à vélo. Et justement, pour permettre aux enfants de parler, c'est un jeu qui est parfait parce que l'enfant et l'adulte progressent en même temps, donc ils vont prendre des points en même temps s'ils ont le même avis. Et quand on n'a pas le même avis, nous, on s'arrête et on demande à l'enfant de nous expliquer pourquoi il pense que ce n'est pas bon ce qu'on a fait. Et il y a un échange qui va se faire entre le parent et l'enfant, et c'est très intéressant de voir la psychologie des enfants et la réflexion des enfants par rapport à ça. Donc je vous incite vraiment à découvrir ce jeu qui s'appelle Une patate à vélo, qui est pas très cher et qui est très 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 intéressant. Et pour le vocabulaire, vous avez aussi tiré d'une autre œuvre littéraire qui s'appelle La belle histoire du prince de mots tordus. Vous avez le jeu du prince de mots tordus. Et comme on sait très bien, avec le mot tordu, on apprend à parler, on apprend à écrire, et c'est très très bien, tout en restant dans un monde de fantaisie. Oui, enfin moi je voudrais souvent on a tendance quand on est parent à vouloir offrir ce qui est très beau aux enfants, donc on imagine que la super dernière console ça va être le truc génial, donc peut-être que ça peut être génial, mais le problème c'est que le gamin ou la gamine se retrouve seul avec sa console de jeu quoi. Donc un jeu de société, enfin je reviens toujours sur le plaisir en famille, le plaisir parce que ça peut permettre de dédramatiser, ça peut permettre d'accompagner. Enfin, moi, je le vois par chez moi, puisque je suis une adepte des ateliers de jeux de société, comme je dis, c'est-à-dire voilà, on a des ludothèques, et moi j'en profite beaucoup parce que voilà, il y a des parents qui viennent, qui reviennent, et en fait on réapprend à jouer parce que nous, parents, on est d'une génération où des fois, et surtout les un peu plus jeunes que moi, on a perdu cette tradition. Avant, c'était une tradition familiale qu'on a un peu perdue, donc il faut redécouvrir justement un monde qui va peut-être un peu moins vite, où on se pose un peu, on se met autour d'une table. Après, chacun fait comme il veut, ça, c'est pas un souci. Mais on peut aussi accompagner nos enfants, je dirais scolairement, puisqu'on est quand même aussi dans un monde où on doit accompagner nos enfants scolairement, en contournant la difficulté par le jeu de société. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une bataille navale sans connaître forcément les abscisses et les ordonnées. C'est aussi une autre façon de pouvoir accompagner ses enfants sans être en difficulté ou sans dire aux enfants allez, aujourd'hui on va faire du bled, on va faire des mathématiques, voilà, on le fait différemment. C'est aussi ce côté-là, mais pour arriver aussi à ça, on a besoin de vos conseils. Parce que, encore une fois, nous sommes le plus beau métier du monde, c'est parents, mais nous ne sommes que des parents, nous ne sommes pas des professionnels. Je voulais juste intervenir sur le jeu vidéo, parce que pour avoir assisté à une conférence de Monsieur Tisseron sur la gestion des écrans, en fait, il nous avait dit quelque chose d'intéressant, c'est que en fait, le jeu vidéo est pas un mal en soi, ça dépend du temps qu'on y passe, et que ça pouvait être aussi une façon de rentrer en relation avec nos jeunes, notamment les adolescents. En leur amenant à ce qu'eux nous expliquent le jeu. Donc ça veut dire que c'est à nous, en tant que parents, de nous intéresser à ce que nos enfants font et pour être sur un même pied d'égalité, pouvoir découvrir un jeu en même temps que le jeune et non pas que lui nous apprenne tout et nous trouve nuls parce qu'on sait pas jouer et cetera. Et autre chose, il y a quand même des jeux qui sont, super intéressants en termes de stratégie, de développement de compétences, je vais pas les citer ici parce que je les connais pas tous,
Et je pense qu'il y a des jeux intéressants. Après, moi, sur les jeux vidéo, j'ai tendance à expliquer aux parents que je suis plutôt en réserve sur les jeux qui sont sur la vie, qui ont toujours une notion de vitesse, où il faut toujours faire plus vite, plus fort, toujours les mêmes actions, mais toujours plus vite. Et en fait, là, il y a assez peu de réflexion en général, c'est plutôt du réflexe. Et là, en fait, l'enfant est happé par ce qu'il a à faire, récupérer des étoiles, je sais pas, faire des hamburgers le plus vite possible, les servir à table, et cetera, où là, il y a pas trop d'intérêt. Par contre, il y a vraiment des jeux, qui sont, hyper stratégiques, qu'on peut jouer en réseau, même avec nos enfants, et qui peuvent aussi développer un vocabulaire, hyper pointu, en fait. Donc à nous aussi d'aller voir ce qui se passe. Alors, j'avais mon aîné qui était un petit peu mal dans sa peau. En fait, c'était une façon de rentrer avec lui sans rentrer dans sa vie privée, mais c'était par justement le jeu vidéo. On avait chacun notre manette. C'était donc King Kong ou Super King Kong, je sais pas, sur Nintendo à l'époque, puisque Donkey c'était Kong. l'aîné. Oui, Donkey Kong, voilà. Et c'était une façon où j'ai pu redialoguer pour comprendre son mal-être, c'est un mal-être scolaire, bien sûr, il était un peu en difficulté. Et donc, ça a dédramatisé. Je n'avais plus la casquette de la mère exigeante, résultats scolaires, etc. Mais on a contourné la difficulté. Et là, il s'est un peu ouvert. Mais évidemment, la gestion et puis, on a des très, très bons jeux qui développent la droite, la gauche, le haut, le bas, etc. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut gérer ces écrans, quoi. C'est toujours pareil. C'est toujours une question de gestion dans la vie de toute manière. Il y avait des enfants, enfin des parents qui pensent offrir le meilleur cadeau à leur enfant, donc c'est le super console, super ordinateur. Mais si l'enfant est seul face à son écran, il est seul. Voilà. Donc ça aussi, et nous, parents, on passe à côté de quelque chose. Il peut y avoir un phénomène justement d'isolement par rapport aux jeux vidéo, ça on le comprend très bien. Après, c'est très important ce que vous disiez justement pour rebondir sur vous, Madame Mitran, c'est que vous avez fait l'effort de découvrir son monde, son univers. Et en fait, on ne peut pas que demander à un enfant d'apprendre de notre part. On peut aussi apprendre de nos enfants sur certaines choses. Et en effet, partager leur bonheur et leurs petits univers, ça peut passer aussi par le jeu vidéo. Pour en revenir par contre à Madame Thierry, je suis complètement aussi d'accord sur une chose, les jeux de type compétitif, où on vous demande toujours d'aller plus vite, d'être plus fort, des jeux de réflexe, ainsi de suite. Ce ne sont pas des jeux dans lesquels on peut vraiment s'épanouir. Au contraire, on va même avoir une tension dans ces jeux-là. C'est les jeux qui sont la plupart du temps les plus toxiques sur Internet. Vous avez des comportements au niveau du langage ou même au niveau du physique avec certaines personnes, avec certains enfants qui ont peut-être une psychologie un petit peu plus faible, qui peut emmener des problèmes. Et dans le jeu vidéo, vous avez aussi, encore une fois, énormément de choses qui peuvent être très intéressantes, notamment pour tout ce qui est sujet de spatialité, pour savoir se déplacer correctement, et des jeux éducatifs aussi. Donc c'est le souci. On ne peut pas dire que le jeu vidéo est un parent pauvre de l'éducation, parce qu'en fait, il peut être très très intéressant. Et malheureusement, l'isolement fait aussi partie de ces petits problèmes, parce que de temps en temps, nous les parents, quand on n'a pas le temps de s'occuper correctement de nos enfants, parce qu'on est pris par le travail ou pris par le fait de faire à manger ou pris par autre chose, de temps en temps, notre enfant est seul devant sa console de jeux vidéo, devant son ordinateur, et c'est peut-être là le problème. Moi, j'avais une remarque par rapport aux jeux vidéo, effectivement, donc c'était une remarque plutôt de ma copine, de Bruno Icard, qui n'est pas là ce soir, qui anime d'habitude des webinaires. En fait, le jeu vidéo peut être si l'enfant a un trouble de l'apprentissage ou un handicap, son monde, et là, dans son écran, il est comme tout le monde, et on ne voit plus sa différence. Et il peut s'intégrer un peu plus facilement. On disait de vérifier quand même le jeu qui soit un petit peu éducatif ou qui plaise à l'enfant et pas forcément de compétition, mais de lui laisser un petit peu le temps, et bien sûr, toujours limiter le temps, ne pas faire une addiction. Mais je trouve que c'est une façon de vivre le jeu différemment. Et on peut voir effectivement des jeunes qui vont être en difficulté de compétences scolaires et qui vont développer de très très bonnes compétences sur des jeux sur informatique. J'ai même vu une conférence où vous avez équipé les jeunes qui étaient dans une classe, des jeunes hyperactifs, dans une classe avec des écrans pour suivre ce qui se passait en classe avec leur écran en direct. Et le fait de voir les choses sur écran leur facilitait l'attention de ce qui se passait en direct dans la classe alors qu'ils étaient présents. Donc en fait, on n'a pas tout, on comprend pas tout encore de ce qui se passe dans le cerveau. Je crois qu'on a encore pas mal de trucs à comprendre. Et des choses qui pour nous, qui n'avons pas de difficultés, paraissent compliquées, pour eux, va paraître simple. Donc en fait, je pense qu'il faut pas se bloquer sur des choses qui ne parlent pas. Il faut avoir la curiosité d'aller voir ce qui se passe, quoi. Vous voyez la vitesse à laquelle les jeunes réussissent avec leur téléphone portable à se connecter sur les réseaux. Nous, on a l'impression, je me sens pas comme étant trop vieux. J'ai 45 ans, j'ai quand même grandi avec l'informatique, Facebook et ainsi de suite. Mais maintenant, quand je vois les gamins, ce que les gamins sont capables de faire avec un téléphone portable,
Oui, j'ai l'impression d'être un peu lâché aussi. Je vois mes stagiaires de temps en temps avec leur téléphone, ils sont capables de faire des trucs. Moi, je regarde ça avec des gros yeux en me disant: «Mais je ne serais pas capable de le faire tout de suite». Enfin, il faut que j'apprenne et on apprend justement. Voilà, on peut apprendre, à tout âge de toute manière, hein, c'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est là le lien intergénérationnel. Les jeunes doivent nous apprendre des choses. Enfin, comme nous, on a Mmh. appris à nos parents à utiliser un magnétoscope, Mmh. bah, là, c'est eux qui vont nous apprendre à utiliser des choses qui sont plus compliquées et pourquoi pas aussi des jeux de société, de nous faire découvrir des jeux de Bien société. sûr. À nous de nous ouvrir au fait de se dire: «Bah oui, je libère 1 heure de ma soirée ou de ma journée pour découvrir quelque chose que je ne connais pas et peut-être qu'on m'a toujours appris à jouer au Monopoly et le jeu, c'est casse-pied et puis là, je vais découvrir un truc, qui finalement ne ressemble pas au Monopoly et qui est plutôt sympa». Il y a d'ailleurs de Donc plus en plus d'hybridation entre le jeu de société Ouais. et le téléphone portable ou la tablette, hein, et d'ailleurs. Vous Ouais, avez de plus en plus de jeux qui exact. vont avoir les 2 supports, hein. Un jeu de société, enfin, vous avez votre plateau de jeux de société, mais en même temps, vous avez besoin d'une application qui tourne à côté, hein, parce que votre téléphone va vous envoyer des informations, votre tablette va vous permettre de voir tel ou tel truc que vous ne voyez pas forcément sur le plateau. Ça se développe de plus en plus et ça tend à le devenir de plus en plus souvent aussi. Et moi, je fais des choses plus artisanales, hein. Je prends une photo du plateau et je l'envoie à ma voisine par téléphone pour qu'elle trouve la solution, et on voit qui trouve le plus vite. Moi, j'avais une petite question Oui, oui. par rapport à votre boutique. Alors moi, je l'ai découvert par des collègues de travail qui ont Ouais. poussé la porte de votre magasin, qui m'ont dit: «Bah, va voir, c'est pas comme partout, c'est un peu différent». C'est pas Enfin, pour non, c'est rien pas que mon différent, magasin s'appelle Les Autres Mondes, hein. C'est parce que voilà, je veux que c'est quand les vraiment, voilà. gens rentrent dans ma boutique, ils découvrent d'autres univers, tout simplement. Alors, vous pouvez nous expliquer des soirées que vous faites ou Bien les sûr, soirées à thème ou bien sûr, bien ce que vous sûr. faites un petit peu Alors, comme découverte? eh ben, samedi dernier, nous avons fait notre dernière soirée de l'année parce que là, le mois de décembre, commençant, je ne pourrai plus, faire de soirée parce que ça me prend trop de temps et que là, je vais être ouvert tous les jours de la semaine. Mais comment se passent nos soirées? Chez nous, en fait, on a mis à disposition plusieurs centaines de jeux où les gens peuvent venir pour passer un moment entre eux seulement. Et s'ils le souhaitent, les vendredis et les samedis, on étend notre durée de travail jusqu'à 1 heure ou 1 heure et demie du matin. Et samedi dernier, par exemple, nous étions 30 personnes dans le magasin à participer à différents types de jeux. Donc on propose en fait aux gens de jouer à ce qu'ils veulent s'ils le souhaitent, ou au contraire de se rassembler tous ensemble et de participer à des jeux où on peut jouer à 30, 40 ou 50 personnes en même temps. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Les gens ont envie de partager. Les gens ont envie de se changer les idées. Et chez nous, bah, vous vous installez, vous prenez un coup à boire, vous prenez un jeu et on vous organise votre soirée. Voilà, tout simplement. On travaille aussi avec des EHPAD, comme je disais tout à l'heure, et des écoles. Et aujourd'hui, j'ai travaillé une bonne partie de la journée, c'est-à-dire de midi à 16h30 avec l'APF, en fait. Donc, ce sont des maisons médicalisées. Et nous avons des gens qui sont venus en fauteuil roulant, enfin de lourds fauteuils, hein, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des gros problèmes. Et on a passé 4 heures ensemble à jouer à des jeux de société qu'on a adaptés, évidemment. Je vais pas leur demander de lancer des dés, hein. Vous voyez bien qu'ils ne peuvent pas. Par contre, des jeux de culture, bah, ces gens-là sont super bien. Voilà, ils ont été enchantés, ils ont passé un bon moment et nos après-midi ou nos soirées jeux sont basés comme ça, sur l'entraide, sur le besoin de découvrir quelque chose et ça se passe toujours très bien. On adapte les règles aux personnes qu'on a. Évidemment, là, je vous parle de personnes qui ont des invalidités. Donc, il est clair que je ne peux pas leur donner des cartes ou je ne peux pas leur donner des dés. Il va falloir que j'adapte en fait mon comportement de jeu avec eux. Donc là, aujourd'hui, on a joué essentiellement à un jeu qui s'appelle le TTMC. Donc, c'est un jeu dans lequel je leur ai posé des questions. Et un autre jeu qui s'appelle le Color Brain. Donc, c'est aussi un jeu avec des questions, mais ils vont répondre avec des cartes de couleurs seulement. Et là, ça les a beaucoup éclatés, ça justement. Chaque question qu'on va vous poser ne sera répondue que par des couleurs. Donc vous avez 11 cartes en main qui vont du bleu au jaune, au rouge, au vert et ainsi de suite. Et à chaque fois que je vais vous poser une question, vous ne pourrez répondre qu'avec des cartes qui correspondront aux couleurs de la réponse. Voilà. Donc on s'adapte à tout type de joueur, à tout âge de joueur. À chaque fois, on arrive à trouver quelque chose qui va correspondre. Comme je vous disais tout à l'heure, rentrer dans une boutique ou dans une bibliothèque et dire bah j'ai rien trouvé qui me plaît, c'est qu'il y a un autre souci derrière, je pense. Alors, on parlait des questions d'âge. Alors, Mhm. on va dire de 7 ou à 99 ans, de De 5 à 2 ans, 99 ans. 99 ans. 2 ans, 99 ans, pardon, excusez-moi, je vais dire ça. C'est essentiel parce que Et de plus en plus de jeux commencent en petit âge justement où on va apprendre les premières mécaniques en fait vraiment du jeu en fait. Les enfants vont travailler la proprioception, vont travailler sur plein de choses. Et c'est très bien. On voit que maintenant des enfants de 4 ans sont capables de faire des choses qui, il y a peut-être une vingtaine d'années, ne faisaient pas forcément. Parce qu'on n'avait pas le support pour leur éduquer ça.
Surtout que les mécaniques, il y en a pas 36 000. Mmh. Donc on retrouve les mêmes dans les jeux. Après c'est le support, c'est l'histoire, c'est la façon de raconter qui va changer. Mais Absolument. les mécaniques, on les retrouve, de façon identique, un peu voilées, un peu cachées, mais on les retrouve, quoi. Et est-ce que vous avez des jeux qui sont, catégorisés, troubles de l'apprentissage ou simplement si on adapte le jeu? Oh, la plupart du temps, on adapte le jeu, quand même. Faut être honnête, pour l'instant, je pense que les industriels, enfin les professionnels, du jeu de société n'ont pas encore trouvé d'intérêt à développer des jeux spécifiques. Ils se contentent de faire ce qui marche bien. Alors il y a des jeux qui sont formidables, hein. On parle du Dixit, par exemple. Le Dixit est un super, support, éducationnel. Mais pour l'instant, ils n'ont encore pas mis le doigt sur, une gamme de jeux qui servira à travailler sur les troubles comportementaux. J'en connais pas, de mémoire comme ça, non, D'ailleurs je pense que j'en ai pas. le le Dixit, sert à bien d'autres choses qu'à jouer à Dixit, hein. Absolument, mais à la base, c'était un support, de travail pour, un orthophoniste, il me semble, Mmh mh. de mémoire. Je crois que c'est ça, hein, c'était un orthophoniste, hein, et ce jeu est devenu enfin, ce support de travail est devenu un jeu. Mais moi, Tout à fait. j'interviens dans les écoles pour présenter des jeux et pour proposer aux enseignants des fiches d'analyse de jeux, pour que justement ce soit elles qui puissent adapter par rapport, à la classe qu'elles ont ou au groupe d'enfants qu'elles veulent faire, jouer à ce jeu, par rapport à leurs objectifs. Alors objectifs qu'elles sont pas obligées de dévoiler, ça dépend ce qu'elles veulent Mmh. comment elles veulent faire les choses. Mais enfin je dis elles, il y a aussi des enseignants masculins. Et donc quand j'interviens dans les écoles, j'embarque un paquet de jeux, j'essaie de prendre les jeux qui sont pas connus en général pour aller justement vers d'autres choses qui existent que, les jeux qui sont, assez souvent justement, tamponnés, pédagogie, et scolaire et cetera parce que, bah, c'est trop visible pour les enfants qui sont déjà en échec ou qui ont pas envie. Donc il faut vraiment pas hésiter à aller vers d'autres jeux et effectivement en faire l'analyse. Il y a un éditeur, en effet, qui essaye, je pense, quand même de travailler, pardon? Placotte? Ah non, Non? j'allais dire les jeux smart game, en fait. Ah oui. Voilà, smart game, en fait, développe des jeux, qui sont, très intéressants, je trouve, pour la réflexion. Ce sont des petits défis, des petites énigmes, en fait, de et c'est intéressant, les écoles nous les demandent de plus en plus, d'ailleurs. Ça confronte l'enfant à des problèmes qu'il doit solutionner et la plupart du temps, ce sont des jeux, pour une seule personne. Alors on peut les faire à plusieurs, hein, c'est très intéressant d'avoir un adulte à côté, mais la plupart du temps, l'enfant, va être confronté justement à des problèmes, il doit les solutionner. Je trouve ça plutôt intéressant. Ils sont en train de les sortir pour 2 maintenant, pour 2 joueurs. Alors il y Heu, en a, oui. il y en a quelques-uns maintenant. Mmh. Après moi les smart games, je les aime bien. Je trouve que encore, bah, la mécanique est toujours un peu la même, Oui. donc c'est pas la peine de les acheter tous. Hem et par contre, la présence de l'adulte, pour moi, est super importante parce que le jeu que j'utilise le plus, chez Smart Games, c'est Code Couleur et le code couleur marche très, très bien auprès des enfants. Par contre, ils ont souvent tendance à le faire par hasard, à trouver la réponse par hasard. Et si l'adulte est pas là pour imposer une règle en plus, de dire: «Tu as pas le droit de faire en plus de 3 coups, en plus de 2 coups», alors ils vont faire 10 000 coups et à la fin, paf, ils ont trouvé et quand on leur demande: «Comment tu as fait?» «Bah, je sais pas». Donc en fait, si on veut avoir un rôle pédagogique et pas que du ludique, à ce moment-là, il faut être à côté pour accompagner. C'est Heu, intéressant, c'est important d'ailleurs d'avoir un adulte, hein, quand même oui, pour pouvoir encadrer tout ça. tout à fait. L'apprentissage, s'il est mal fait, l'apprentissage, mais on apprend mal. Donc si on ne se corrige pas, enfin si on n'a pas quelqu'un pour se corriger, il est très, très rare de pouvoir s'auto-corriger soi-même et de dire: «Bah, voilà, j'ai fait une erreur». Non, non, en effet, l'enfant va se satisfaire de sa réponse et il aura, probablement fait beaucoup plus de mouvements qu'est-ce qu'il aurait dû dans un rush hour pour réussir à sortir la voiture, par exemple et bah, il y arrivera, mais souvent il aura triché ou biaisé un peu le système. Ou Il alors faut le jeu voir sera qu'on sera sera dévoyé pour faire autre chose, hein, oui, il va pas jouer les règles, il va pas jouer le défi, il va faire autre chose parce que c'est trop compliqué. Donc il faut faire des défis en famille ou des choses comme ça pour y arriver, quoi. voilà, faut adapter un jeu, faut adapter des mécaniques, mais il faut quand même respecter les règles du jeu. Oui, Si vous devez arriver au point C en passant par B, il faut bien passer par ce point-là. Il ne peut pas solutionner la réponse de A à C sans être passé par B, parce que sinon l'apprentissage ne se fera pas correctement. Et les sur adultes, notre rôle, c'est ça, c'est aussi de vérifier que l'enfant est correctement assimilé. sur les jeux, plus à visée pédagogique, il y a l'éditeur Placotte
Oui, qui, placote, très bon qui fait indicateur. des choses effectivement avec dans la boîte, il y a eu un explicatif pour les parents pour les guider si jamais l'enfant est en difficulté et cetera. Donc c'est assez intéressant. Par contre, c'est pas donné placote, on est sur, du jeu qui est plus cher que je trouve que le reste, des gammes de jeux qu'on peut trouver. Je pense que nous allons avoir quelques questions. Donc j'en ai déjà vu dans le chat, mais est-ce que vous avez des questions en direct? Parce que nous sommes en direct. Donc dans le chat, j'ai vu, il y a Hélène qui note: «J'ai essayé de jouer à Catan avec mes enfants, mais nous n'avons rien compris alors que les enfants y arrivent sans problème. Est-ce normal?» Alors, Ça le peut. jeu Catan, voilà, le jeu Catan, c'est un Ouais, jeu Catan, voilà, voilà. le jeu Catan, donc non, c'est un très bon jeu. Faut se donner un peu le temps de comprendre et d'assimiler correctement les règles. Mais c'est clairement un jeu, s'il est bien joué, on passe un bon moment et avec tout âge. Mmh. Alors donc ça là, c'est peut-être les enfants qui doivent former les parents, Ah oui, finalement. oui, mais de Bien temps sûr, en temps, encore une bien fois, sûr. hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'apprentissage n'est pas forcément l'apprentissage du parent à l'enfant. De temps en temps aussi, il faut accepter que nos enfants soient un peu plus intelligents que nous ou qu'ils assimilent plus facilement que nous. Et il faut pas avoir honte, c'est pas parce que Mmh. votre enfant va vous expliquer quelque chose que vous êtes plus bête que lui. D'ailleurs, je dis pas que l'enfant est bête, mais c'est un signe d'intelligence aussi de dire, bah écoute, j'ai pas compris, toi, tu es Mmh. capable de m'expliquer, c'est super, il y a un échange justement qui se crée, et pour l'enfant, c'est valorisant parce qu'il se dit, ah, c'est moi qui ai appris à papa ou à maman à le faire. Je Au contraire, j'aj c'est vachement bien. j'ajoute même que c'est une compétence extraordinaire de savoir expliquer un jeu, hein. Tout Mhm. à De fait. savoir qu'on part du point A, il faut arriver au point C comme vous disiez et passer par le point B et l'objectif c'est ça et les étapes c'est ça, c'est pas évident, hein, même sur des jeunes qui sont un peu âgés de Mmh. réussir à défiler toute la règle du jeu, à ce que les personnes aient compris sans avoir joué, hein. Donc Rien c'est une en expliquant le jeu, c'est aussi une façon de programmer, en fait, sa réponse et de bien sûr, l'organiser, quoi. Donc bien sûr, c'est aussi un travail, énorme après pour une très pouvoir le grosse jouer. compétence pour moi. Ouais, ouais. Oui, c'est une compétence au moment où il va devoir le mettre sur papier parce qu'à un moment, dans certaines expressions, que ce soit en français ou autre, il faut sortir une argumentation et il pourra structurer sa pensée puisqu'il l'aura déjà fait oralement, toujours sous la forme ludique. Alors maintenant, c'est pour répondre à Hélène, parce que je crois que c'est une madame Hélène qui a posé la question là, pour Catane. C'est ça. Je vous conseillerais, madame, d'aller voir de temps en temps sur Internet, sur un site qui s'appelle Ludovox. Vous trouvez ça sur Internet, sur YouTube, et vous tapez le nom du jeu que vous recherchez. Bah, par exemple, vous tapez Ludovox Catane, et très souvent, vous avez des gens qui vont vous expliquer, qui vont faire des vidéos pour expliquer le jeu. De temps en temps, les règles sont un petit peu compliquées à comprendre quand vous avez besoin de les lire parce qu'il n'y a pas de mise en situation. Donc, n'hésitez pas à aller regarder des explications de parties, des gens qui ont fait des parties et qui sont là pour vous les expliquer. Ça dure entre 5 minutes et une demi-heure la plupart du temps, mais ça vous permettra peut-être de schématiser, de synthétiser beaucoup plus facilement que juste lire les règles. Si vous avez des difficultés à lire, à comprendre les règles en les lisant, aidez-vous d'un support visuel. Et grâce à, on vit à une époque formidable, hein, vous avez Internet. Internet, c'est une fenêtre d'ouverture formidable sur le monde. Donc, si vous cherchez une règle pour que ce soit plus facile pour vous en vidéo, n'hésitez surtout pas. Il ne faut pas vous braquer sur des règles écrites en vous disant bah, j'y jouerai plus jamais parce que j'ai pas compris la première fois les règles. Il faut se donner cette chance. J'ajoute, je crois que c'est Ludovox, hein, vous me dites si je me trompe, mais je crois que sur Ludovox, il y a quelques jeux dont les règles sont simplifiées et sont écrites. Absolument. Et je sais que nous, en ludothèque, et ça m'arrive de le faire quand je les trouve pas, c'est de réécrire les règles de façon simplifiée ou en tableau, pour être sûr que le jeu soit joué, parce que je vois bien que les jeux sont pas joués. Les jeux sont ouverts, Très bien. sont refermés et sont remis en. Alors moi, ça m'embête parce que je suis censée compter les pièces qui sont dans les boîtes et je vois que le jeu n'a pas été joué. Donc il y a des règles simplifiées qui sont écrites et il faut pas hésiter à les imprimer, les mettre dans les boîtes parce que quelquefois on joue au jeu une fois tous les 6 mois et il faut ressortir la règle, la relire. Et on s'est dit: «Mince, il y a 6 mois, je savais y jouer, là, je sais plus». Donc pas hésiter à faire une petite fiche aussi pour mettre les choses principales.